Voyons voir maintenant ce qui se passe à la zone de contact entre le liquide, le solide et le gaz. Autrement dit, rappelez-vous donc, on est parti d'un verre d'eau, ici. Maintenant, on va faire un petit zoom pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, si je reprends ma représentation, j'ai de l'eau. Donc les molécules d'eau, du liquide, au-dessus du liquide, donc avec, rappelez-vous, des liaisons qui apparaissent et qui disparaissent, mais qui font qu'on a quand même une certaine cohésion entre les molécules d'eau. Au-dessus de l'eau, on a de l'air. Alors les molécules qui constituent l'air, elles sont complètement libres, c'est l'état gazeux. Et puis de l'autre côté, donc au niveau de la paroi, on va avoir donc le solide, donc le verre, qui lui dont les molécules sont reliées entre elles donc par des liaisons électriques, magnétiques relativement fortes. Alors on a vu que dans le cas de l'eau, on va avoir de temps en temps quelques liaisons qui vont se former entre les molécules d'eau et les molécules qui constituent le verre. Alors ce qui se passe ici, c'est un petit peu particulier parce que vous l'avez probablement déjà vu, si vous observez, si vous grossissez ce qui se passe à la zone de contact entre le verre et l'eau, eh bien on se rend compte que l'eau va avoir tendance comme ça à remonter légèrement ici, à la zone de contact avec le verre. Alors ça vient d'où ce truc-là? Je pense que vous l'avez compris, on a dit tout à l'heure que entre l'eau et le verre, il pouvait y avoir de temps en temps quelques liaisons électriques. Eh bien, c'est complètement le cas ici, c'est-à-dire que il est possible qu'on ait une molécule d'eau, comme ça, qui soit attirée par, alors que je garde mon code couleur, qui soit attirée par la molécule qui constitue le solide. Donc je continue l'agencement solide au-delà. Donc il est possible que l'on ait certaines molécules d'eau qui soient encore, donc vous voyez que c'est en fait c'est un compromis si vous voulez, ces molécules d'eau qui sont complètement à l'extrémité, cette molécule d'eau là, vous voyez qu'elle est entourée de peu de copines, donc finalement elle va faire des liaisons avec ses copines en dessous d'elle, mais elle est aussi attirée par quelques molécules qui constituent le verre au-dessus. Donc cette molécule d'eau, s'il n'y a plus assez de molécules d'eau en dessous qui l'attirent vers le bas, et ben, elle va avoir tendance à créer des liaisons avec le verre. Donc vous voyez que cette molécule d'eau finalement va avoir tendance à remonter le long de la paroi. Alors certaines molécules vont avoir tendance à remonter le long de la paroi, alors ça va être quand même assez limité parce qu'au bout d'un moment, c'est un compromis si vous voulez entre les liaisons qui vont se former avec le solide et les liaisons qui demeurent avec le liquide. Bon, de toute façon avec le gaz il n'y en a pas, mais vous voyez c'est un compromis entre tout ça. Puis n'oublions pas quand même la gravité qui attire l'ensemble vers le bas. Mais ces forces électriques vont être suffisamment fortes, suffisamment puissantes pour attirer des molécules vers le haut. Si bien que à la surface d'un récipient, on n'a pas vraiment une surface complètement plane, mais on va avoir une surface qui est plane au milieu, et puis qui va avoir tendance à remonter sur les bords. Donc ça, c'est tout simplement cette forme géométrique-là, c'est ce qu'on appelle une forme de ménisque. Alors, on peut s'intéresser à ce qui se passerait à la forme de ce ménisque si on prend des récipients de différentes tailles. Donc là, je viens de dessiner un récipient avec la surface libre. Maintenant, prenons le même récipient, mais avec des parois beaucoup plus proches. Donc je rapproche les deux parois, et puis je vais prendre un autre récipient avec des parois ici encore plus proches. Si je m'intéresse au liquide, au niveau du liquide qui est à l'intérieur de ce récipient, on se rend compte que là, on va avoir évidemment encore cette forme vers le bas, et puis ça va avoir tendance à remonter ici au niveau du verre. Évidemment, si je diminue la taille du récipient, vous voyez bien que le nombre de molécules d'eau ici qui sont en dessous de la zone de contact avec l'air, j'ai de moins en moins de molécules puisque la forme de mon récipient est de moins en moins large. Donc finalement, les forces qui vont apparaître entre l'eau et le liquide vont être de plus en plus fortes. Donc si vous voulez, le liquide, les molécules qui sont ici à la zone de contact entre le verre, elles vont avoir tendance
à monter, s'agripper avec des molécules, les molécules du solide, hein, les molécules du verre, beaucoup plus haut. Les liaisons vont être beaucoup plus importantes que finalement les liaisons d'attraction qui ont lieu vers le bas avec les autres copines et les autres molécules d'eau, si vous voulez. Et puis si on diminue encore les dimensions du verre, et bien là, de l'eau, il y en a de moins en moins en dessous, et les molécules d'eau qui sont au-dessus vont avoir tendance à s'élever, hein, de façon assez significative au contact, avec le solide. Donc là, c'est ça qu'on va parler c'est là où on va parler de remontée capillaire. La remontée capillaire, c'est quoi? En fait, vous voyez que finalement, plus l'espace offert à l'eau est petit, plus les liaisons avec le solide vont être importantes. Donc ces molécules d'eau, elles vont avoir tendance à faire des liaisons, beaucoup plus de liaisons avec le solide qui est ici sur les côtés, plutôt qu'avec leurs copines qui sont en dessous dans le récipient. Alors, il y a une expérience que peut-être vous avez vue en physique. On prend un récipient, hein, qui a, alors je vais vous le dessiner, hein, qui est constitué de 3 tubes de 3 diamètres différents. Donc je vais dessiner les 3 tubes de 3 diamètres différents. Voilà. Ces 3 tubes, en fait, ils sont reliés entre eux par une canalisation commune, donc par un tube commun que je représente ici. Voilà. Et puis c'est fermé à une extrémité. Et puis on remplit le tout d'eau. Voilà. Alors on branche ça sur le robinet, on remplit tout ce tube d'eau, et puis on force un petit peu le robinet de façon à ce qu'il y ait un niveau d'eau, voilà, qui monte à l'intérieur des tubes. Alors ce niveau d'eau, hein, on va le représenter comme ceci. Bien. Alors, on peut expliquer par la loi de la statique des fluides la hauteur d'eau. Hein. Cette hauteur d'eau correspond à une différence de pression entre l'eau et puis quoi? Ce que vous avez au-dessus de l'eau, c'est-à-dire l'air. Et la loi de la statique des fluides dit que quand vous avez la même pression à une altitude donnée dans l'eau et une même pression à une autre altitude, ce qui est le cas ici de l'air, hein, l'air est à la même pression dans les 3 tubes, et bien la hauteur qui délimite l'eau en haut et l'eau en bas, normalement, est la même tout le long, ce qui fait qu'on a bien une surface horizontale, les liquides ont bien une surface horizontale. Oui, surface horizontale à condition qu'on soit loin des bords, parce qu'au niveau des bords, on va quand même avoir cette légère remontée qui n'a plus rien à voir avec la loi fondamentale de la statique des fluides, cette espèce de remontée capillaire ici sur les bords. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si les parois du récipient sont rapprochées, ce phénomène va devenir prépondérant. Donc si on fait cette expérience-là, on va se rendre compte que finalement, le niveau d'eau dans le deuxième tube va être légèrement supérieur au niveau d'eau dans le premier. Et dans le dernier, c'est encore pire. L'eau va avoir tendance à monter beaucoup plus que dans les 2 précédents. Donc vous voyez que là, la loi de la statique, elle est mise en défaut parce que la remontée ici qui a lieu sur les parois du récipient est beaucoup plus importante. L'effet est prépondérant, hein, par rapport à la loi fondamentale de la statique des fluides. Et c'est ça ce qu'on appelle donc les remontées capillaires. Alors ces remontées capillaires, pourquoi capillaires? Parce que un capillaire, c'est un tube dont le diamètre est très fin par rapport à sa hauteur. Donc plus l'espace offert à l'eau est petit, plus l'eau, alors si je suis dans le cas d'un solide qui crée des liaisons avec l'eau, évidemment si j'ai du téflon ça ne marchera pas, mais si j'ai un solide comme le verre qui crée de temps en temps des liaisons avec l'eau, plus l'espace offert à l'eau sera petit et plus l'eau va avoir tendance à créer des liaisons et donc s'infiltrer à l'intérieur de ce solide. C'est ce que l'on va rencontrer si, par exemple, on prend un morceau de sucre, que l'on met ce morceau de sucre à sa base en contact avec de l'eau. Pourquoi est-ce que l'eau va avoir tendance à remonter dans le morceau de sucre? Parce que le morceau de sucre il est constitué
de grains. Alors là, c'est plus des molécules, hein, c'est des grains de sucre, mais entre les grains de sucre, il y a quelques espaces, hein, il y a de l'air, et l'eau va pouvoir, ces espaces qui sont très très infimes, l'eau va pouvoir avoir tendance à passer à travers ces espaces, et donc vous allez assister tout simplement à ce phénomène, hein, de remontée capillaire de l'eau dans le morceau de sucre. Alors c'est exactement la même chose si je remplace le sucre par du plâtre ou du sable. Le plâtre est constitué de grosses particules, mais entre ces particules de plâtre, il y a de l'air. Et l'eau va avoir tendance, alors la particularité c'est que le plâtre est mouillant avec l'eau, hein, les molécules qui constituent le plâtre vont pouvoir produire un effet mouillant, et donc l'eau va avoir tendance à s'infiltrer comme ça, à remonter, à faire des liaisons avec les molécules du plâtre, et donc remonter et vaincre la loi de la gravité, hein, qui aurait tendance à dire plutôt que l'eau va descendre vers le bas. Non, dans ce cas-là, l'eau est capable de remonter à travers un morceau de plâtre ou un morceau de sucre ou du sable. C'est exactement le même principe. Cette remontée capillaire, vous allez aussi l'observer. Donc là, c'est exactement le même principe. Si vous prenez, par exemple, si vous prenez un toit, les tuiles qui vont constituer le toit, hein, qui sont placées comme ceci, les unes sur les autres, eh bien, si ici vous avez alors vous allez avoir un petit espace ici, hein, où la tuile du dessus est posée sur la tuile du dessous, mais vous allez avoir un espace où l'air peut passer et où les molécules d'eau peuvent passer aussi. Et plus cet espace, évidemment, vous l'avez compris, est petit, quand il pleut, les molécules d'eau vont avoir tendance à s'infiltrer dans ce petit espace et remonter par capillarité. Donc évidemment, quand on pose des tuiles sur un toit, il faut s'assurer que la pente évidemment du toit est suffisante. Alors ça, il y a des règles bien précises, hein. Je vous laisserai aller voir la chaîne YouTube de mon collègue Eric Mullard, qui est très bien faite. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui vous explique et finalement tous ces phénomènes de capillarité au niveau des toitures. Mais c'est exactement ce même principe. Le fait est que vous allez avoir des liaisons entre l'eau et puis les ardoises. Alors si vous voulez limiter ces remontées capillaires, il faut enduire, on peut passer un produit sur le toit, un hydrofuge, qui va faire que l'effet perlant de l'eau va être accentué, et dans ce cas-là, si l'eau reste sous forme de gouttes, eh bien ces gouttes d'eau vont avoir tendance à être évacuées sur le toit et limiter ces remontées capillaires. Alors, pour terminer, vous voyez que cette hauteur d'ascension, alors je reprends le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. La loi de la statique des fluides donc prévoit une différence de hauteur dans un liquide, dit que à un endroit où la pression est la même, on va avoir une hauteur identique, hein. Donc là par exemple dans l'eau, la différence entre la pression de l'air et la pression que j'ai induite par le robinet, donc cette différence de pression va induire une différence de hauteur constante. Sauf quand les remontées capillaires, évidemment, se fait sentir. Alors, cette hauteur d'ascension, finalement, ici, supplémentaire, que j'ai ici, que je représente en orange, donc ici, dans ce cas-là, alors je vais la noter H aussi, en orange, ou alors cette hauteur H que l'on a ici. Alors, cette hauteur H, on peut la calculer. On peut la calculer en utilisant une loi qu'on appelle la loi de Jurin. Alors, la loi de Jurin, elle est donc caractéristique d'un calcul de hauteur d'ascension, hein, de remontée capillaire. Alors cette loi de Jurin, je vais vous la donner, elle dit que la hauteur d'ascension, H, elle est égale à 2 multiplié par A, alors si vous vous rappelez, A c'est la tension superficielle du liquide, divisé par R, multiplié par ρ, multiplié par G. Alors, de quoi on parle? A, c'est la tension superficielle. Donc vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué précédemment, elle se mesure en newton par mètre. R, c'est le rayon du capillaire. Donc le rayon du tube ou le rayon du tube, hein, dans le cas du dessin que je vous ai fait précédemment, évidemment.
on va le mesurer en mètres. Rho, c'est la masse volumique. C'est la masse volumique du liquide. Hein, évidemment, la nature du liquide intervient dans cette remontée capillaire. La masse volumique, eh bien, elle s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Et enfin, G intervient. Donc G, c'est l'accélération de la pesanteur. Hein. Sur Terre, vous savez qu'elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Évidemment, si on fait la même expérience dans une zone où la gravité est différente, la remontée capillaire, évidemment, sera différente. Et au final, vous allez avoir une hauteur de remontée capillaire en mètres. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur ce phénomène de capillarité qui est voilà, très, très intéressant d'un point de vue moléculaire, qui permet d'expliquer ce qui se passe au niveau des liaisons entre les molécules pour un phénomène qui est quand même très, très particulier. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, on fera évidemment quelques exercices, si vous avez l'occasion de faire des exercices. Sinon, eh bien, je vous dis à bientôt.